Et on reçoit aujourd'hui... Riri. Très bien, de quoi tu vas nous parler? Alors, j'aimerais bien vous parler de GLN de K. Et on va un peu regarder sa densité, son caractère ouvert et son caractère connexe, surtout pour C. Quand on va prendre R ou C. R ou C. On va définir comme ça. Voilà. On va prendre un cas d'égal R ou C. On se place dans ML de K. Et du coup, oui, on va regarder GLN de K. Donc, on va regarder son caractère ouvert. ML de K. Son côté dense d'un ML de K. Et là, bon, je note comme ça, mais on va regarder le fait que GLN de C sont connexes. Alors, le premier point, en fait, on remarque que GLN de K est égal à déterminant moins 1 de K étoile, puisqu'on parle des matrices inversibles. On se souvient que déterminant est une application polynomiale. Les coefficients, alors c'est vrai que je n'ai pas spécifié de matrice particulière, mais on aurait pu l'appeler A. Oui, de la matrice, oui. De la matrice. Oui, oui. De la matrice. Donc, déterminant et continu, puisque linéaire, voire multilinéaire, et donc on se retrouve à constater que GLN de K est l'image réciproque d'un ouvert. D'un ouvert par une application continue. Donc, c'est un ouvert. Et ici, plus précisément, c'est un ouvert dans un MN de K. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est la densité de GLN de K dans un MN de K. Alors là, on va prendre une matrice A dans un MN de K. Alors là, du coup, on se retrouve avec deux possibilités. Soit la matrice est inversible, elle est dans GLN de K, ou soit elle est purement dans un MN de K non inversible. Donc on va regarder les deux cas. Si A appartient à GLN de K, du coup, en fait, pour montrer la densité, ça revient à rechercher une suite de matrices qui, en fait, vont tendre vers un MN de K, tout en étant donc, une suite de matrices appartenant à GLN de K, donc une suite de matrices inversibles dont la limite appartient à un MN de K, ce qui nous permettra de montrer la densité de GLN de K dans un MN de K. Donc si notre matrice, j'allais dire, de but qu'on doit atteindre est une matrice déjà inversible, du coup le travail est fait et on peut prendre la suite de matrice AK, où AK est une matrice constante. Quelle constante, a priori? Non, la suite constante, pardon. La suite de matrice AK constante, où en fait A est égal à A. Parce qu'en fait la matrice est déjà inversible. Après, on a le fait où A appartient à Mn de K,
ici, notre matrice n'est pas inversible. Donc ça s'écrit d de A égale 0, ou 0 appartient au spectre de A. Du coup, là, pour démontrer ça, on a envie de dire quelle suite on peut construire qui nous permette, en faisant tendre vers l'infini, d'atteindre cette matrice qui n'est pas inversible. Donc, on a envie de construire une suite. Alors, oui, on a envie de construire une matrice de ce style-là, puisqu'on voit bien que quand on fait tendre K vers l'infini, on est ramené à la matrice A qu'on souhaite atteindre. Ça revient, donc on va s'interroger sur l'inversibilité de A plus E sur K sur N, qui revient à se demander si 0 appartient au spectre de A plus E sur K I, ce qui est en fait où est en fait l'ensemble des lambda plus 1 sur K avec lambda qui appartient au spectre de A. Donc si 0 appartient à ce spectre-là, ça s'écrit qu'en fait lambda est égal à moins 1 sur K. Son module de lambda égale 2 sur K. Ça en fait 1 sur K, ça ne sera jamais nul. Oui, donc on peut inverser. Donc ça nous revient à K donc on a K égale de lambda sur 1. Et comme en fait le spectre de A est fini, par polynomialité, on a en fait que ça, à partir d'un certain rang, ce ne sera plus le cas, donc il existe, on va dire, un S supérieur à partir d'un certain rang. Bah, au max des lambda moins 1, quoi. On va dire un K supérieur à S, tel que A plus sur K IN alors sera inversible. Et donc on a bien une suite A plus E sur K, IN de K avec K supérieur à S, donc des matrices inversibles. Qui tend vers A. Ce qui nous permet d'affirmer que Gln de K est bien dense dans Mn de K. En point 3, on va parler de la convexité donc de Gln de C. Alors au début, on a évoqué le fait que le déterminant est une fonction polynomiale, un les coefficients de la matrice. Donc on peut introduire
polynôme P de t de cette forme-là, qui est en fait donc polynomial en t. C'est quoi A et B? Qu'est-ce que c'est le... A et B, avec A et B, alors des matrices de GLN. De GLN de C, parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de dire au début, c'est que pour démontrer la connexité de GLN de K, on va en fait construire un chemin, on peut dire chemin continu ou chemin, parce que par définition on sous-entend qu'il est continu, entre deux éléments de GLN de C qui les relient, ce qui permettra de démontrer la connexité. Et un chemin qui est dans GLN de C. Et un chemin de GLN de C continu qui relie A et B, puisqu'on les a choisis là, le GLN de C pour avoir la connexité. Donc là, on a vu que donc, le déterminant était polynomial en coefficient de A. Donc en prenant cette expression-là, on a une expression polynomiale en T, avec A et B des matrices inversibles. On remarque que P de 0, c'est en fait égal à déterminant de A, qui lui est différent de 0 puisque la matrice est dans GLN de C, GLN de C. Donc ce qui nous dit que en fait, la fonction polynomiale n'est pas nulle, et donc le polynôme n'est pas nul. Donc le fait que le polynôme P de t ne soit pas nul signifie en fait qu'il existe un nombre de zéros de ce polynôme par exemple fini de racine de 0, puisqu'on est dans un corps algébriquement clos, puisqu'on est dans C. Même si le corps n'était pas algébriquement clos, c'est juste un corps. Dans un corps commutatif, c'est toujours vrai, le nombre fini de 0, c'est pas une question d'être... au contraire, algébriquement clos, ça a tendance à augmenter le nombre de racines. Oui, parce qu'on a toutes les racines possibles. Bah oui, c'est ça. Tout est possible. C'est vrai. Donc c'est traduit par un nombre fini de 0. Donc on va les appeler Zn par exemple. Pour T1, on a présenté des formations de parallèles complexes. De T1, Tn. Donc, du coup, on est ramené à chercher un chemin. Donc on recherche un chemin dans C qui relie 0 à 1 tout en évitant les zéros de P. Donc comme le nombre de zéros est fini, on peut prendre alpha de m par exemple, une racine telle que sa partie imaginaire transitive, donc non nulle, soit, bon, je ne sais pas si on dit valeur, minimale,
Un petit dessin? Et on va, ouais, alors, bon, ça. 1. Donc on va se prendre. Par exemple ici, donc là on a 0, 1. Alors on peut avoir des racines ici. Ah ben non, pas des racines. Si la minimalité... Attends, c'est sa partie imaginaire qui est minimale. Positive qui est minimale. Est-ce qu'il peut y avoir des... Donc ça serait ici. Et est-ce qu'il peut y en avoir en dessous aussi? N'importe où? Oui, oui. Sachant que si on a en fait des racines qui se trouvent en partie imaginaire ou négative, voire purement réelles, là on prendrait alpha m égale à i, par exemple, dans ce cas-là. Donc du coup, oui, si l'ensemble des racines telles que la partie imaginaire et positive est vide, on prend i, oui, d'accord? Donc du coup, pour ça, on va voir que ce chemin, donc, on construit un chemin, donc on propose, hop, et c'est imaginaire d'alpha, c'est beaucoup de n, plus, ça c'est. Donc on va vérifier que ce chemin convient à ce qu'on recherche. Donc pour ça, on voit que, donc du coup, on voit que gamma 0 ne s'annule pas. Gamma de 1, c'est pareil, ne s'annule pas. En fait, on va dire ne s'annule pas. Bon. Parce que gamma de 0, c'est... Gamma de 0, en fait, on perd tout ça. Non, non, mais combien ça fait gamma de 0? Gamma de 0, ça fait 0. Voilà. Et gamma de 1? Et gamma de 1 au centre ici, ça fait 1. Voilà. Et donc, et pour t, on appartenant à 0, 1, on a partie imaginaire de gamma de t qui est positive, qui est inférieure ou égale à imaginaire de alpha m sur 2, on se place au niveau de t égale 1,5, et qui est inférieur strict à imaginaire. Et donc, on a déduit que gamma de t ne peut pas être racine de p. Donc maintenant qu'on a construit ce chemin dans C, on reboucle en cherchant à se ramener au chemin qu'on cherche à construire au début entre les matrices A et B. Donc pour cela, on peut... Nous allons l'appeler alpha de t. Qui soit égal à 1 moins gamma de t fois la matrice A et gamma de t B. On remarque que alpha de t est continu, puisque gamma de t
continue. On remarque de plus que alpha de t donc, parvient de 0,1 dans GLN de C. En effet, si on prend t qui est nul, comme on l'a vérifié avec gamma 0 et gamma de 1, on se retrouve avec un chemin continu entre A et B, et A et B sont bien la GLN de C qu'on a vu leur déterminalité non nulle. Donc on définit bien quelque chose qui un chemin qui part de 0,1 et qui va de la GLN de C de façon continue. Parce qu'on a construit en plus, puisqu'on puisque le déterminant de la matrice associée est non nul. Donc on a tout construit ce chemin de telle façon que le déterminant soit non nul, ce qui nous permet de constituer un chemin continu de 0,1 dans GLN de C. Et ainsi, on a montré une connexité par arc de GLN de C et donc une connexité de GLN de C. Il y a encore que alpha de 0. C'est quoi alpha de 0? Donc on a alpha de 0, donc je disais c'est égal à 1 moins gamma 0 de A plus gamma 0 de B. Et en fait ça c'est A. Et de la même façon, on obtient alpha de 1 égale voilà, B. Tout à fait. Ok. Très bien. Alors, là ici, c'est quoi? Il existe un cas strictement supérieur à S. Est-ce qu'on peut regarder ça? Ici, c'est quoi S? Donc, alors en fait, S, puisque c'est fini, donc c'est le max des lambda de moins 1. Oui. On va le définir comme ça. Mais est-ce qu'il existe? C'est S qui existe ou c'est K? De toute façon, si on n'a pas de lambda, S pourra prendre n'importe quelle valeur. Donc, oui, donc S existe. Donc S existe, même si l'ensemble est vide. est vide, là le S, on prend, oui, mais K, c'est pas, il existe K. Alors c'est soit un K en fait. Voilà. Voilà, c'est plutôt quel que soit. Soyons rigoureux. Voilà, quel que soit. Quel que soit, voilà. Ok, très bien. Et parce que si il existe, t'auras pas une suite. Tout à fait. Hein, ici, tu as une suite. Ok. On continue. On cherche un chemin. Bon. P est non nul. Oui. Alors, est-ce qu'on peut regarder ce alpha M, une racine telle que c'est dit un peu maladroitement? Ah oui. Une partie imaginaire positive non nulle. On peut pas prendre une partie imaginaire positive non nulle d'un complexe a priori. Non, en fait, c'est mal formulé. Donc, l'ensemble des racines de ce polynôme, on a dit qu'il était fini. Et donc, on prend les racines qui ont une partie imaginaire. Et dans l'ensemble de ces racines qui ont une partie imaginaire positive, on va prendre la racine qui a une... Non nulle. Non nulle. Et on va prendre la racine qui a une partie imaginaire positive non nulle de valeur minimale. Voilà. Et ça, on est sûr qu'il y en existe une, puisque le nombre de racines est fini, justement. Oui, mais ça peut être vide. L'ensemble des racines de P de parties imaginaires positives non nulles peut parfaitement être vide. C'est vrai que tu as raison. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'il n'y a pas de croix dans ta partie supérieure. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on prend pour alpha M? Donc du coup, là, on peut prendre alpha M égale à I. N'importe quoi, oui. N'importe quoi de partie imaginaire positive, voilà. D'accord? Non nul, voilà. I. Ok. Et puis, alpha de T. T'es sûr que tu appelles ta fonction alpha de T? Parce que T, c'est un élément de 0,1 a priori.
Ah oui, donc en fait c'est plutôt alpha. Voilà. Alpha. Et quand tu disais un chemin de 0 à 1, c'est pas un chemin de 0 à 1. Aussi, ouais. C'est vraiment la connexité où je suis oui. encore maladroit. C'est en fait c'est un chemin, comme je l'avais évoqué au début, entre deux éléments de GLN de C, donc c'est entre les deux matrices A et B. Voilà, c'est ça. Voilà, impeccable. Très bien. Est-ce que tu connais des applications de tout ça? Alors, à brûle pour point, comme ça. Ah oui, à brûle pour point. C'est le but. Alors, je dirais que on peut utiliser la densité de GLN de K dans Mn de K. Je suis présomptueux, je vais me pleurer. En fait, pour dire que le polynôme caractéristique de AB est égal au polynôme caractéristique de BA. Oui. Qu'est-ce qui est important si A est dans GLN, qu'est-ce que ça donne? Pourquoi c'est facile de le montrer quand A est dans GLN? Je dirais qu'on peut passer par en fait par la conjugaison. Par la conjugaison, par A-1, on va dire. Donc, du coup, on a très bien. Donc c'est vrai. Et donc ensuite, tu dois appliquer une hypothèse de continuité, un résultat de continuité maintenant, pour pouvoir affirmer pour tout A avec la densité. Le polynôme caractéristique, c'est de nature polynomiale. Ouais, donc c'est continu. L'application qui a A donne qui A est continue. Hein, donc ça va donner une stabilité de ce truc-là. Et continue. Bon. Voilà, ça c'est des classiques. Et pour le... Bon, il y a aussi des choses... Il y a un exercice assez sympa, je trouve, qui utilise la densité, c'est calculer la comatrice de la comatrice de A. Parce que la comatrice de A, si A est dans GLN, c'est facile à calculer. C'est l'inverse, c'est la transposée de l'inverse divisé par le déterminant. Voilà, quand c'est. Oui, déjà on a ça. Voilà. Voilà, donc oui, plutôt multiplié par le déterminant. Du coup, oui, d'accord. Non, c'est toi qui as raison, mais c'est moi qui avais tort. Ne corrige pas, voilà. Donc la comatrice de A, hein, c'est la transposée de l'inverse de A fois le déterminant. Et donc la comatrice de la comatrice de A, du coup, c'est facile à calculer, c'est pas trop difficile à calculer pour A inversible. Parce que il suffit de calculer la comatrice de la transposée de A-1. Bon, il va y avoir un facteur det, mais ça va être encore l'inverse de la transposée. Donc on va retrouver A, mais avec un facteur det A puissance quelque chose. Et ensuite on prolonge par continuité. Et par densité de GLN dans les matrices. Voilà. Et donc le fait que ce soit connexe. Alors une application avec la connexité. Alors j'ai quelque chose qui me vient en tête, mais alors je ne maîtrise pas, donc on va quand même y aller pour savoir. Donc un transport de structure de connexité. Oui. Je pensais peut-être sur le fait des matrices de rang R. Sur C. Sur C. Voilà. Ok, oui, effectivement. Donc là, c'est parce que c'est une application du théorème du rang et du transport de structure de connexité, exactement. Est-ce que GLN de R est connexe? Alors, GLN de R n'est pas connexe. Alors, pour ça, je pense qu'on peut se ramener en fait à une matrice, on va l'écrire comme ça, qui a un déterminant positif, une matrice qui a un déterminant négatif.
Donc ça, c'est continu. Mais en fait, j'ai l'impression qu'à un moment, du coup, on se retrouve avec une matrice qui a un Oui. déterminant. Donc c'est pas connexe par arc. Là, tu es en train de dire que c'est pas connexe par arc. Ah, c'est pas connexe par arc. Ouais. Je confonds avec connexité par arc. Non, non, mais c'est vrai. Du coup, c'est pas connexe par arc parce que s'il y avait un arc continu entre A et B, il y aurait à un moment le déterminant qui s'annulerait par le TVI. Par TVI. Par TVI. Donc c'est pas connexe par arc, effectivement. Mais après, c'est pas connexe parce que si c'était connexe, qu'est-ce que c'est que l'image de GLN de R par le déterminant? R étoile. Oui. Est-ce que si GLN de R était connexe? Et du coup, par une application continue, donc l'image serait elle aussi connexe. Oui. Comme R étoile n'est pas connexe, donc Voilà. en fait GLN de R n'est pas connexe. Voilà. Allez, on s'arrête là.